Selon un rapport récemment publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques, INSEAD, le Togo a enregistré une légère augmentation des prix à la consommation au mois de mars 2025. L'indice harmonisé des prix à la consommation, IHPC, s'est établi à 102,8, traduisant une inflation annuelle de 1,8%. Cette hausse s'explique principalement par une progression de 7,5% des prix des produits alimentaires et des boissons non alcoolisées par rapport à la même période de l'année précédente. Toutefois, cette catégorie n'est pas la seule à avoir subi une augmentation. Les services liés au logement, à l'eau, à l'électricité, au gaz et aux autres combustibles ont également enregistré une hausse de 1,7%. Le secteur de l'hébergement et de la restauration a également été affecté avec une augmentation moyenne de 1,1%. Par contre, certaines divisions ont connu une baisse notable. Les prix des services de transport ont reculé de 1,7%, mais ceux des loisirs, sports et culture ont diminué de 4,8%. Sur le plan mensuel, en comparaison avec février 2025, le niveau général des prix a légèrement baissé de 0,3% en mars. Cependant, en données trimestrielles, par rapport à décembre 2024, une hausse de 0,6% est observée. Cette progression trimestrielle est principalement portée par l'augmentation des indices des divisions de produits alimentaires et boissons non alcoolisées de 4,0% et logements, eau, électricité, gaz et autres combustibles de 3,3%. Certains pays côtiers du Golfe de Guinée subissent des attaques djihadistes régulières contre leurs postes militaires à leur frontière nord. Ainsi, ces pays dont le Togo sont confrontés à la menace terroriste qui déborde du Sahel. La situation préoccupe plus d'un. C'est à cet effet que la Fondation Konrad Adenauer compte accompagner les pays côtiers dans leur lutte contre le phénomène. Elle a réuni à Lomé cette semaine des élus locaux, des responsables gouvernementaux, des juges, des chercheurs et représentants de la société civile de plusieurs pays de l'espace CEDEAO et de l'Alliance des États du Sahel, AES. Il s'agit de dégager des pistes de réflexion afin de renforcer la résilience des États côtiers à travers une approche intégrée mêlant sécurité, développement local et gouvernance locale. Rappelons que le Togo, quant à lui, a déjà mis en place des initiatives pour non seulement lutter contre le phénomène, mais aussi prévenir l'extrémisme violent. Parmi ces initiatives, l'on peut citer la stratégie nationale de lutte contre l'extrémisme violent 2022-2026, le programme d'urgence pour la région des savanes Peus et surtout l'opération Kondjoare. Pour la deuxième année consécutive, Move Africa Togo reste et demeure le champion de l'Internet mobile au Togo. Il a reçu ce vendredi le NPF Award 2024. Alors aujourd'hui, c'était un événement à double objectif. D'abord, vous présenter la récompense que nous avons eue cette année, qui est effectivement l'Award NPF 2024, qui récompense le meilleur réseau Internet mobile au Togo. Et la deuxième partie de notre événement, c'est effectivement pour vous présenter la nouvelle campagne marque que nous avons lancée, intitulée « Ensemble connectés au meilleur ». Network Performance NPerf, au cours de l'année 2024, a évalué les opérateurs mobiles dans la fourniture de leurs services Internet. NPerf, c'est une entreprise indépendante. Et le deuxième point, c'est que NPerf se base sur les mesures des utilisateurs. NPerf ne mesure pas aussi uniquement la partie débit, mais il va mesurer, on va dire, sur la base de 5 ou 6 critères, l'expérience perçue par le client. Donc finalement, c'est un résultat des mesures de nos clients, sur la navigation, sur la partie streaming par exemple, sur la partie latence aussi, ça veut dire le temps de téléchargement et tout. Donc ce qui veut dire que c'est un ensemble cohérent de beaucoup d'indicateurs. Et donc ce qui veut dire que là, aujourd'hui, affirmer que nous sommes le meilleur, parce que c'est la vérité. Les différentes remontées que nous avons confirment bien que nous sommes le meilleur réseau Internet mobile au Togo et nous sommes prêts à relever le défi pour le rester. C'est la deuxième année consécutive que nous le sommes et à nouveau nous sommes prêts à relever le défi d'être le champion de l'Internet mobile encore une fois pour cette année, pour l'année prochaine et pourquoi pas pour toujours. L'occasion a aussi permis à Move Africa Togo de dévoiler sa nouvelle campagne marque portée par la plateforme Ensemble connectés au meilleur.
Plus qu'un slogan, Ensemble connectés au meilleur se veut une vision numérique construite autour de l'audace, de la proximité, de la performance, de l'inclusion afin de renforcer ses actions sociales et citoyennes. Les autorités sanitaires tirent à nouveau la sonnette d'alarme face à la persistance de la malnutrition aiguë chez les enfants au Togo. En 2024, 11 831 cas ont été officiellement signalés, mettant en lumière une crise sanitaire qui continue d'affecter gravement certaines régions du pays, notamment le nord. En effet, la région des savanes demeure la plus touchée avec 5 630 enfants souffrant de malnutrition aiguë prise en charge cette année. Une situation qui a pour cause la vulnérabilité sociale socio-économique des populations et des conditions climatiques difficiles qui entravent l'accès à une alimentation suffisante et équilibrée. En deuxième position vient la zone du Grand Lomé qui enregistre 1933 cas, suivi par la région maritime avec 1194 cas et Kara avec 1169 cas. À l'inverse, la région des plateaux a recensé le moins de cas avec 847 enfants pris en charge en 2024. Par ailleurs, les prévisions pour 2025 sont préoccupantes. D'après les autorités sanitaires, le nombre d'enfants à prendre en charge pourrait atteindre 12 387 à l'échelle nationale. Un changement notable se profile à l'horizon puisque le Grand Lomé étant appelé à devenir la zone la plus touchée avec 3118 cas attendus, surpassant ainsi les savanes dont le chiffre est estimé à 2707. Les prévisions indiquent également 2324 cas dans la région des plateaux, 2125 dans la région maritime et 2123 dans la région de la Kara, traduisant une répartition plus homogène de ce fléau désormais présent dans toutes les régions du pays. Face à cette crise silencieuse mais profondément impacte, le gouvernement appelle à une mobilisation accrue au-delà du secteur de la santé. La propagation des faux médicaments en Afrique demeure une problématique alarmante, touchant gravement la santé publique et l'économie du continent. Selon des études récentes, la Chine, l'Inde et le Nigeria se distinguent comme les principaux producteurs et importateurs de ces produits contrefaits. Ensemble, ces pays représentent environ 10% du marché mondial des médicaments contrefaits, offrant ainsi des produits à risque tels que les antipaludéens, les anti-inflammatoires, les antibiotiques et les analgésiques. En effet, l'introduction de ces médicaments frauduleux se fait souvent par voie maritime, alors que d'autres pays africains choisissent d'en produire localement, exploitant ainsi leur porosité frontalière avec des milliers de points d'entrée sur le continent. Les autorités judiciaires africaines se contentent souvent d'appliquer des sanctions légères, telles que des amendes pour contrefaçon, rendant le trafic de faux médicaments hautement lucratif et peu risqué. Ce manque de rigueur se traduit par une hausse alarmante de la mortalité et une perte considérable pour l'économie pharmaceutique. Face à cette situation, le Kenya se distingue par des initiatives proactives. Le pays a établi un partenariat avec la MEDES, Mission for Essential Drugs and Supply, et des organismes américains pour mettre en place des standards stricts de produits pharmaceutiques, lesquels sont déjà suivis par 140 pays. L'objectif est de garantir la visibilité et la viabilité des médicaments consommés. C'était en février dernier. À Abidjan, Tidiane Thiam venait se rassurer sur sa popularité. Quelques jours plus tôt, il venait d'annoncer avoir entamé les démarches pour renoncer à sa nationalité française et tenter de mettre fin à la polémique sur son appartenance à un pays où la controversée question de l'ivoirité des candidats à la présidentielle fait régulièrement débat. Son ascendance familiale, du moins, parle pour lui. Issu par sa mère de la lignée du président Houphouët-Boigny, son père fut aussi son ministre de l'Information avant d'être nommé ambassadeur au Maroc. Le dernier de leurs 7 enfants, Tidiane Thiam, va se montrer une fois envoyé pour ses études à Paris comme un premier de la classe, au parcours sans faute. Comme le rappelait ici en 2013, un ministre français et la directrice du FMI lors d'une remise de prix. C'est une personnalité très exceptionnelle, élève de l'école polytechnique, major de l'école des mines, un parcours à l'INSEAD et une grande réussite universitaire. Il fait partie des belles élites françaises. C'est un garçon exceptionnel qui allie l'intelligence, la joie, le goût du risque, l'ambition, la simplicité. Je l'aime énormément.
En 1994, Tidiane Thiam revient au pays à 31 ans pour devenir ministre sous la présidence d'Henri Konan Bédié. Mais lorsque ce dernier est renversé en 1999, il quitte la Côte d'Ivoire. Commence alors pour lui un parcours international au sein du privé. D'abord chez McKinsey, ce cabinet de conseil en stratégie, avant de diriger en 2009 le groupe d'assurance Prudential. Puis à partir de 2015, le Crédit Suisse, alors l'une des plus puissantes banques du monde. Tidiane Thiam est alors en pleine ascension. Il fait la une des magazines économiques à la City de Londres. On l'écoute à Davos et se trouve courtisé par les chefs d'État et d'entreprise du monde entier. 20 années d'une carrière à l'étranger qui participe de sa popularité auprès des Ivoiriens d'après lui. Mais ça, c'est aussi le résultat de tout mon parcours. J'ai eu le premier prix du concours général de mathématiques, ceux qui étaient en Côte d'Ivoire à l'époque s'en souviennent. J'ai été connu relativement tôt dans ma vie pour mes performances scolaires, ensuite pour le travail que j'ai fait au BNET et à la DCGTX, ensuite pour tout ce que j'ai fait depuis que je suis revenu. J'ai sillonné le pays, d'ouest en est, j'ai visité beaucoup plus que 10 villes, j'ai fait des meetings, donc tout ça a contribué à une certaine notoriété. Et les Ivoiriens ne m'associent pas à des choses qui pour eux sont négatives dans la situation du pays. Âgé de 62 ans, Tidiane Thiam est de retour sur la scène politique ivoirienne depuis 3 ans. En décembre 2023, il prenait la tête du plus vieux parti du pays, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI, qui vient de le désigner comme son candidat à la présidentielle d'octobre prochain. C'est par le Rwanda que les soldats de la communauté de développement de l'Afrique australe coincés à Goma en RDC vont regagner leurs pays respectifs. Kigali a donné son feu vert à l'utilisation de son territoire par ses militaires. Le ministre rwandais des Affaires étrangères, cité par des East Africans, garantit un passage sûr à la troupe. Cette force avait été déployée pour aider la République démocratique du Congo à stopper l'avancée du M23 soutenu par le Rwanda. Mais depuis, les rebelles congolais ont gagné du terrain et contrôlent des pans entiers du pays dans la capitale du Nord Kivu. La date à laquelle ces quelques 4000 soldats partiront n'a pas encore été communiquée. Reste à savoir aussi s'ils quitteront la RDC avec leur équipement. La force de la SADC en RDC est composée des soldats du Malawi, de la Tanzanie et du Zimbabwe sous commandement sud-africain. Le Rwanda avait dénoncé son déploiement. Dans l'est de la République démocratique du Congo, la situation humanitaire atteint un point critique. Chaque jour, l'escalade des violences pousse des milliers de personnes à fuir leur foyer. Ces ménages qui reviennent n'ont pas de champs, n'ont pas accès à des sources de revenus et du coup les besoins restent très énormes à ce niveau. De retour chez eux, de nombreux habitants découvrent l'étendue des dégâts causés par les violences. Privées d'eau potable, de nourriture, ces familles vivent dans une extrême précarité. Quand nous sommes revenus, nous avons trouvé beaucoup de maisons délabrées. Les plus chanceux ont trouvé leurs maisons sans porte et sans toit. Nous avons utilisé des bâches pour couvrir les maisons et nous nous sommes entassés avec d'autres familles. Et c'est ainsi que nous vivons depuis. Sur place, les organisations humanitaires poursuivent leur travail, mais les ressources sont insuffisantes. Les financements se raréfient alors que les besoins, eux, ne cessent d'augmenter. Face à l'ampleur de la situation, beaucoup hésitent à faire le chemin retour. Si nous avons la chance de retourner dans notre village, nous devons réhabiliter ou reconstruire nos maisons, avoir de la nourriture, des articles ménagers, jusqu'à ce que nous puissions récolter les produits de nos champs. Des millions de vies sont en jeu, mais aujourd'hui sur le terrain, la réponse humanitaire est fragilisée. Face à une urgence grandissante, les moyens manquent cruellement. Alors que la Cour suprême de l'Ouganda a interdit les poursuites militaires contre des civils en janvier dernier, le gouvernement persiste en rédigeant un projet de loi donnant l'autorisation à des tribunaux militaires de le faire pour certains délits. Norbert Mao, ministre de la Justice et des Affaires constitutionnelles, a déclaré jeudi qu'une loi a été rédigée et que le texte attend l'approbation du cabinet avant d'être présenté au Parlement.
Il a annoncé que le projet définira, je cite, « les circonstances exceptionnelles dans lesquelles un civil peut être soumis à la loi militaire ». Les défenseurs des droits de l'homme et les hommes politiques de l'opposition accusent régulièrement le gouvernement du président Yoweri Museveni d'utiliser les tribunaux militaires pour poursuivre les dirigeants et les partisans de l'opposition. L'administration de la présidence a nié les accusations en affirmant que le cas des personnes détenues légalement est traité de manière appropriée par le système judiciaire. En janvier, le gouvernement avait été contraint de transférer le procès de l'opposant ancien candidat à la présidence Kizza Besigye devant des tribunaux civils après la publication de l'arrêt de la Cour suprême. L'organisation non gouvernementale Human Rights Watch a publié un rapport observant que le gouvernement tunisien a considérablement augmenté les arrestations et les poursuites pour motifs politiques. Selon un décompte tenu depuis janvier, plus de 50 personnes sont actuellement détenues pour ces raisons. Un recul radical des libertés gagné lors de la révolution tunisienne de 2011, destiné à intimider et réduire au silence les détracteurs du président Kais Saied. Ces dernières années, des avocats, des juges, des journalistes et des militants ont fait l'objet de poursuites judiciaires. Les autorités tunisiennes n'ont pas répondu aux allégations détaillées dans le rapport, qui établit un lien direct entre le système judiciaire et les mesures prises par Kais Saied pour consolider le pouvoir depuis 2021. M. Saied a été réélu haut la main en octobre dernier à l'issue d'une campagne au cours de laquelle ses principaux adversaires ont été emprisonnés, tenus à l'écart du scrutin ou incarcérés. Le détenu le plus connu est l'ancien dirigeant du parti Ennahda, Rached Ghannouchi, arrêté en 2023. Il fait actuellement l'objet de multiples accusations. La Russie réaffirme sa volonté d'agir en médiatrice dans les négociations sur le programme nucléaire iranien à l'approche d'un nouveau cycle de discussions entre Téhéran et Washington. En visite à Moscou, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a transmis un message du guide suprême iranien à Vladimir Poutine. Ce message du guide suprême iranien, Ali Khomeini, au président russe Vladimir Poutine, ne s'adresse pas seulement aux dirigeants russes, mais au monde entier. L'Iran considère la Russie comme son principal partenaire stratégique. La Russie se positionne en acteur clé du dialogue. Le Kremlin a réaffirmé sa volonté de faire tout son possible pour parvenir à une solution politique, se disant prêt à jouer un rôle de médiateur si les deux parties l'acceptent. Nous sommes prêts à aider, à servir de médiateur et à jouer tout rôle qui, du point de vue de l'Iran, serait utile et acceptable sur le plan américain. Nous partons du fait que la seule option pour parvenir à un accord, comme vient de le dire le ministre, serait un accord portant exclusivement sur les questions nucléaires. La Russie, comme la France, la Chine, le Royaume-Uni et l'Allemagne, étaient signataires de l'accord nucléaire de 2015, aujourd'hui moribond depuis le retrait américain en 2018. Washington exige désormais un nouvel accord sous peine de menaces militaires.